Une seconde. Un homme complimentait encore sa femme sur sa conduite. Et la seconde suivante, un accident leur volait tout. Son beau-père fut le premier à lui annoncer que sa femme venait de mourir. Pourtant, à cette nouvelle, Jacques resta d'un calme déconcertant. Il contempla calmement le lit où on avait tenté de la réanimer, essuya tranquillement le sang sur ses chaussures, et voulut même s'acheter une tablette de chocolat. Mais le distributeur automatique fit des siennes, et le chocolat resta coincé à mi-chemin. Jacques ne s'emporta pas pour autant. Il photographia simplement les coordonnées du service client. De retour chez lui, il tenta de reprendre le cours normal de sa vie. Mais un mot collé sur le réfrigérateur lui rappela brutalement que sa femme n'était plus là. Il mangea, en laissant les souvenirs d'elle remonter à la surface, sans s'en rendre compte. L'aube était déjà là. Ses parents firent le déplacement exprès pour l'accompagner aux funérailles. Mais à son arrivée, tout le monde était accablé de chagrin. Lui seul semblait épargné. Pour paraître comme les autres, il se réfugia dans les toilettes et s'efforça désespérément de faire couler quelques larmes. Mais il eut beau essayer, rien ne vint. Il commença à douter d'avoir jamais vraiment aimé sa femme. Après un moment d'hésitation, il reprit le stylo posé sur la table et commença à rédiger une lettre, réclamant un remboursement au fabricant du distributeur. Il y retranscrivit chaque détail de ce jour-là, évoqua les raisons de sa présence à l'hôpital, et sans qu'il s'en aperçoive, Jacques se mit à écrire des fragments de leur vie commune, son passé, et celle qu'il aimait plus que tout. Peut-être avait-il enfin trouvé un exutoire, car tout ce qui concernait sa femme déferla comme une vague. Ce n'était plus une simple lettre de remboursement, mais la déclaration d'amour que Jacques n'avait jamais eu le temps de prononcer. Son beau-père, posté sur le pas de la porte, l'observait en silence. Jacques paraissait bien trop serein, bien qu'il ne se soit jamais vraiment apprécié. La mort de sa fille avait tissé entre eux un lien inattendu. Jacques ne répondit pas. Il ne ressentait absolument rien. Aux yeux de tous, il aurait dû être effondré, cloîtré chez lui. Mais dès le lendemain, il était de retour au bureau, saluant ses collègues, sans se soucier des regards qui pesaient sur lui. Sa secrétaire entra et lui demanda de ne pas trop se malmener. Jacques fit comme si de rien n'était et continua à lui dicter ses instructions. Son beau-père, prévenu, débarqua au bureau et l'invita à prendre un verre. La disparition de sa fille avait anéanti tout le monde, mais les vivants devaient continuer à vivre. Il ne voulait pas que Jacques refoule ses émotions, car à ce jeu-là, on finit par craquer. Mais Jacques ne comprenait pas pourquoi le monde entier attendait de lui qu'il soit brisé de douleur. Il cessa peu à peu de communiquer avec ses proches, au point que dans le métro, il se surprit à aborder un inconnu, lui parlant de sa vie, de son parcours. L'homme ne savait pas quoi penser, mais Jacques prit soudain un air grave. I didn't love my wife. I know it's sad to say, but now that she's gone, I don't even feel sad or pain or hurt. L'homme, perplexe, lui demanda ce que l'on ressentait dans ces moments-là. Jacques se leva brusquement et actionna le signal d'alarme du wagon. Interrogé par les agents, il avoua ne pas savoir pourquoi il avait fait ça et n'avoir aucune envie de le savoir. Ce n'est que lorsqu'un collègue intervint pour expliquer que cet homme venait de perdre sa femme, qu'on le laissa partir avec bienveillance. Jacques déclina poliment la proposition de ses parents de venir habiter avec lui. Après leur départ, il traîna seul dans un aéroport, à observer les voyageurs, et une idée bizarre lui traversa l'esprit. Il voulait fouiller les sacs de tous ces inconnus, pour voir ce qu'ils y cachaient. Chaque matin, au son du réveil, Jacques reprenait sa vie mécanique et monotone. La silhouette de sa femme semblait flotter près de lui. Peu à peu, il se mit à remarquer ces petits riens auxquels il n'avait jamais prêté attention, comme les cheveux longs restés accrochés au peigne, qui réveillaient quelque chose en lui. Il se mit à fouiller, et trouva sa boîte à outils. Sa femme lui avait demandé d'innombrables fois de réparer le réfrigérateur qui fuyait. Ce jour-là, il s'y mit enfin. Il le démonta entièrement, mais fut incapable de le remonter. Devant ce désordre total, Jacques ressentit pourtant une joie qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Cette sensation bien réelle lui donna le goût de tout démonter. Il entreprit alors de réparer tout ce qui était cassé autour de lui. L'ordinateur du bureau, la porte des toilettes qui grinçait, et même la cafetière préférée de sa femme. Il disposait les pièces démontées, soigneusement sur le sol, et les contemplait en silence. Mais cette destruction ordinaire ne suffisait plus à combler son vide intérieur. Il prit sa voiture jusqu'à un chantier de démolition, et supplia le responsable de le laisser travailler une journée, allant jusqu'à sortir une liasse de billets, pour décrocher enfin un marteau. Il le brandit avec frénésie, espérant que cette destruction libère l'engourdissement du passé, et la douleur longtemps contenue. Mais après cette brève déflagration intérieure, la confusion le submergea à nouveau. Il paya une fois de plus pour retourner sur le chantier, mais marcha par mégarde sur un clou. La douleur fut atroce. Pourtant Jacques la trouva étrangement libératrice. À partir de ce moment, Jacques fut saisi d'une étrange affliction. Il sombrait régulièrement dans des visions, le reflet de sa femme dans un miroir, ou bien cette mer où ils s'étaient rencontrés, dans la foule. Il croyait toujours apercevoir sa silhouette. Une tristesse inexplicable l'envahit, et pour la première fois, quelque chose bougea en lui. Les souvenirs qui remontaient à la surface frappaient à la porte de son cœur. S'il ne consultait pas un médecin rapidement, il risquait de ne pas tarder à rejoindre sa femme. Après les examens, le médecin lui annonça une nouvelle stupéfiante. Son cœur semblait avoir été rongé, comme dévoré de l'intérieur. Tout cela n'était que les manifestations d'une douleur fantôme qu'il s'était lui-même forgée. En rentrant chez lui, Jacques perçut par hasard de la musique rock provenant de chez son voisin. Il voulut savoir quel morceau c'était, car ce rythme lui insufflait un semblant de vie. Mais en montant,
il découvrit avec surprise que c'était un gamin bien trop jeune pour cette musique. Il fit demi-tour en silence, persuadé que ce garçon portait lui aussi sa propre histoire. Julien était un enfant terriblement rebelle. À force de dire la vérité, il s'était retrouvé suspendu sans vraiment comprendre pourquoi. Les gros mots lui venaient constamment aux lèvres, comme pour prouver qu'il était dur à cuire. Jacques ne l'arrêta pas. Il lui dit plutôt que les gros mots. C'est vrai, ça fait son effet. Mais qu'à trop en abuser, ça perd toute sa valeur. Un après-midi, il remarqua que Julien jouait vraiment bien de la batterie, comme si les coups de baguette avaient quelque chose de magique, qui résonnait jusqu'au fond de ses nerfs. Il se surprit à se laisser emporter par le rythme, et tomba amoureux de cette frénésie, au point de demander à Julien de lui en faire une copie. Jacques semblait avoir trouvé une nouvelle direction, qu'il s'agisse d'une douleur extrême, ou d'une joie intense. Il était prêt à tout accueillir. Le comportement bizarre de Jacques inquiétait ses amis qui voulaient prendre de ses nouvelles. Mais il répondait invariablement « Je vais bien ». Il débarqua dans le bureau de son beau-père, tel un vagabond. Son beau-père était furieux. Depuis la mort de sa fille, Jacques devenait de plus en plus incontrôlable. Jacques argua que c'était sa façon à lui de rendre hommage à sa femme. Après de nombreuses disputes, son beau-père explosa. How fucking dare you! Every day I wake up thinking, why her? It should have been you! Oui, pourquoi ce n'est pas lui? Cette question, il se l'était posée des milliers de fois. Cette sensation d'étouffement familière revint. Mais cette fois, il n'alla pas au chantier. Il acheta une pelleteuse et la lança droit sur sa propre maison. Ce foyer douillet qu'il avait partagé avec elle se transforma en ruine dans un fracas assourdissant. Il pénétra dans la chambre et leva son marteau vers la coiffeuse de sa femme. Mais après seulement 2 coups, il découvrit par hasard dans un tiroir renversé un document médical daté de l'année précédente. Cette découverte le plongea dans la confusion. Sa femme ne lui en avait jamais soufflé mot. Il n'avait plus qu'une seule envie, obtenir des réponses. Le soleil était aveuglant sur la route. Il rabattit le pare-soleil et y trouva encore un petit mot laissé par sa femme. Mais à cet instant, Jacques n'avait pas la tête à ça. À son arrivée, il tombait pile sur la cérémonie commémorative de sa femme. Sans se soucier des convenances, ni de l'image de son beau-père, il interpella publiquement la famille pour savoir si sa femme avait été enceinte. En croisant le regard honteux de sa belle-mère, Jacques crut deviner la réponse. C'est en partant que sa belle-mère le rattrapa pour lui dire que l'enfant n'était pas le sien. Jacques ne sut pas comment réagir. Sa femme l'avait trahi et lui ne l'aimait pas non plus. Jacques choisit une nouvelle fois la fuite. Il se rendit seul devant la tombe de sa femme. Quand, par hasard, un inconnu vint lui aussi déposer des fleurs. Jacques était persuadé que c'était l'amant de sa femme. I just hope that you cared for her. She deserved that. L'homme le regarda, sans comprendre. Il ne savait pas de quoi il parlait. Puis, d'une voix tremblante, il expliqua qu'il était le conducteur qui les avait percutés ce jour-là. Des larmes de remords coulèrent sur ses joues. Comprenant son erreur, Jacques s'empressa de le réconforter. Il n'y avait en réalité aucun amant. Les mots de sa belle-mère n'étaient qu'un mensonge bienveillant pour lui épargner de la peine. De retour dans sa voiture, Jacques ramassa distraitement le petit mot qui portait ces mots. Si par un jour de pluie tu ne me vois pas, le soleil, lui, te rappellera à moi. À cet instant, Jacques se souvint soudainement de tous ces détails auxquels il n'avait jamais prêté attention. Partout, sa femme avait semé des petits mots. C'était un amour qu'il avait eu, mais qu'il n'avait jamais vraiment su ressentir. Il n'avait jamais cessé d'aimer sa femme. Sa douleur avait simplement mis un peu plus de temps à se manifester. En cet instant, il se libéra enfin de son engourdissement, et les larmes coulèrent. Voilà où s'achève cette histoire. Likez et abonnez-vous. Le prochain épisode vous réserve encore mieux.